La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 76, article 2. Le principe intellectif se multiplie-t-il suivant le nombre des corps ? Le philosophe dit au deuxième livre des Physiques, de même que les causes universelles agissent dans l'ordre des objets universels, de même les causes particulières dans l'ordre des objets particuliers. Or, il est impossible qu'une âme seule dans son espèce soit en même temps celle de plusieurs êtres animés de différentes espèces. Donc, il est également impossible qu'une âme intellective, seule et unique, soit l'âme d'un grand nombre d'individus différents. Résumé du corps de l'article. Comme il est impossible que plusieurs êtres numériquement distincts n'ait qu'une seule forme, aussi bien qu'il est impossible qu'il n'ait qu'un seul et même être, il faut que le principe intellectif se multiplie suivant le nombre des corps. Corps de l'article. Il faut établir par conséquent qu'il est impossible, absolument, qu'il n'y ait qu'un seul intellect pour tous les hommes. Et cela est d'abord évident s'il faut admettre avec Platon que l'homme est une intelligence, car il suit de là que si Socrate et Platon ont une seule et même intelligence, que Socrate et Platon sont un seul et même homme, qu'ils ne se distinguent l'un de l'autre que par ce qui est en dehors de leur essence, et qu'ainsi la seule distinction qu'on puisse établir entre eux est tout au plus celle qui existe entre un homme portant la tunique et un homme portant la cape, ce qui est le comble de l'absurdité. Cela n'est pas moins impossible si l'on admet avec Aristote que l'intelligence est une partie ou puissance de l'âme humaine, laquelle est la forme du corps. Il est impossible en effet que des êtres numériquement distincts n'aient qu'une seule forme, comme il est impossible qu'il n'ait qu'un seul être, car la forme est le principe de l'être. Cette impossibilité ressort d'une manière non moins évidente, quel que soit le système qu'on adopte pour expliquer l'union de l'intelligence avec tel ou tel homme. Il est évident en effet que s'il n'existe qu'un agent principal ayant à sa disposition deux instruments, on ne pourra parler que d'un seul agent en reconnaissant la pluralité des actions. Ainsi, un homme touche différents objets avec ses deux mains, il y aura plusieurs contacts, mais un seul être qui touche. Et réciproquement, s'il y a plusieurs agents mais un instrument unique, on reconnaîtra sans doute la pluralité de ces agents, mais il faudra reconnaître aussi l'unité de l'action. Ainsi, plusieurs hommes traînent un navire au moyen d'une corde, et il n'y a là qu'un effet produit malgré la multitude des forces. Si enfin l'agent principal est un, aussi bien que l'instrument, il y aura là unité de cause et unité d'action. C'est ce qui a lieu quand un ouvrier frappe avec un marteau, la percussion est une comme le moteur est un. Or, il est manifeste que de quelque manière que l'intelligence soit unie ou identifiée avec tel ou tel homme, l'intelligence est toujours le principal agent parmi toutes les autres puissances qui appartiennent à l'homme, car les facultés sensitives doivent obéir à l'intelligence et lui servir d'instrument. Si l'on supposait que deux hommes possédant chacun leur intelligence n'ont toutefois qu'un seul et même sens, comme par exemple un œil, il faudrait évidemment admettre plusieurs voyants, mais une seule vision. Si au contraire, on suppose une seule intelligence pour multiples que soient les autres facultés dont l'intelligence se sert comme d'instrument, on ne pourra jamais admettre qu'un seul être intelligent. Et si nous ajoutons que l'action de comprendre, qui est l'action propre de l'intelligence, a lieu sans le secours d'aucun organe et par l'intelligence elle-même, il s'ensuivra de plus qu'il n'y aura qu'un agent et une action, c'est-à-dire que tous les hommes ne seront qu'un seul être intelligent et n'auront qu'une seule pensée à l'égard du même objet intelligible. Peut-être l'action intellectuelle pourrait-elle être diversifiée par la diversité des images, et cela parce que l'image d'une pierre, par exemple, est autre en moi de ce qu'elle est en vous.
Mais il faudrait pour cela que cette image, en tant qu'elle est autre en moi et autre en vous, fût une forme de l'intellect possible. Car il est vrai que le même agent, sous l'influence de diverses formes, produit des actions diverses, comme suivant les diverses formes des objets. Il existe par rapport au même œil différentes visions. Mais l'image elle-même n'est pas une forme de l'intellect possible. Cette forme ne peut être que l'espèce intelligible abstraite des images. Or, dans un même intellect de diverses images d'une même espèce, il ne résulte qu'une seule espèce intelligible. Et cela paraît clairement dans un homme qui peut en effet avoir diverses images de la pierre, images desquelles toutes il ne résulte qu'une seule espèce intelligible de la pierre, de telle sorte que l'intelligence d'un seul homme, par un seul acte intellectuel, conçoit la nature de la pierre malgré la diversité de ses images. Si donc il n'y avait qu'un intellect pour tous les hommes, la diversité des images qui se trouvent dans tel ou tel homme ne pourrait établir la même diversité dans l'opération intellectuelle. Ce qui détruit l'hypothèse posée par le commentateur d'Aristote, à savoir Averroès, dans son 5e commentaire du De Anima, livre 3. Il reste donc que c'est une chose impossible et irrationnelle d'avancer qu'il n'y a qu'un seul intellect pour tous les hommes. Première objection. Aucune substance immatérielle en effet ne se multiplie quant au nombre et dans la même espèce. Or l'âme humaine est une substance immatérielle puisqu'elle n'est pas composée de matière et de forme, ainsi que nous l'avons déjà dit. Donc, il ne saurait y avoir plusieurs âmes dans la même espèce. Mais tous les hommes sont de la même espèce, donc c'est un seul et même intellect qui se trouve dans tous les hommes. Réponse. Quoique l'âme intellective, comme l'ange, n'ait pas de matière dont elle soit composée, elle est cependant la forme d'une matière déterminée, ce qui ne saurait convenir à l'ange. Et voilà pourquoi, d'après la division de la matière, il peut y avoir beaucoup d'âmes de la même espèce, tandis qu'il est absolument impossible d'admettre plusieurs anges de la même espèce. Deuxième objection. Ôter la cause, l'effet est également ôté. Si donc les âmes humaines se multipliaient dans la même proportion que les corps, il semble qu'il faudrait dire que les corps étant détruits, cette multitude d'âmes doit disparaître en même temps et que de toutes ces âmes réunies se formerait un seul tout. Or cela est hérétique puisqu'une telle doctrine implique la négation des récompenses et des peines. Réponse. Chaque chose a son unité de la même manière qu'elle a son être, et par conséquent il faut juger de la multiplication d'une chose comme l'on juge de son être. Or il est manifeste que l'âme intellectuelle est, selon son être, unie au corps comme sa forme, et que néanmoins, le corps étant détruit, l'âme intellectuelle subsiste dans son être. C'est pour la même raison que les âmes sont multipliées selon le nombre des corps, et que néanmoins elles subsistent, après la destruction des corps multiples et distincts. Troisième objection. Si mon intellect est différent de ton intellect, mon intellect est donc un individu et le tien de même, car nous appelons être particuliers ceux qui diffèrent par le nombre et se réunissent dans l'espèce. Or toute chose reçue dans une autre existe par la même à la manière de celle-ci. Donc les espèces des choses seraient individuellement reçues par ton intellect et le mien, ce qui est contraire à la nature même de l'intellect, lequel est apte à recevoir les idées universelles. Réponse. L'individualisation de l'être intelligent ou de l'espèce par laquelle agit son intelligence n'exclut pas les idées universelles, car sans cela, comme les intellects séparés sont des êtres subsistants, et par là même des êtres particuliers, il s'ensuivrait qu'ils ne pourraient pas connaître les idées universelles. La matérialité, au contraire, de l'être qui connaît de l'espèce par laquelle il connaît, empêche la connaissance de l'universel, car comme toute action est déterminée dans son mode par celui de la forme, en vertu de laquelle l'agent accomplit cette action, comme la caléfaction par exemple est selon le mode du calorique,
la connaissance est conforme au mode de l'espèce par laquelle le sujet connaît. Or, il est évident qu'une nature commune s'individualise et se multiplie selon les principes d'individualisation qui sont dans la matière. Si donc la forme par laquelle le sujet connaît est matérielle et soumise aux conditions de la matière, elle sera la ressemblance de l'espèce ou du genre selon lesquels cette nature s'individualise et se multiplie. Et de cette sorte, la nature d'une chose ne pourrait être connue en tant que nature commune. Si au contraire l'espèce est abstraite des conditions de la matière individuelle, elle sera la ressemblance de la nature, indépendante des principes matériels selon lesquels elle s'individualise et se multiplie, et la connaissance peut ainsi s'étendre aux idées universelles. Il importe peu à cet égard qu'il y ait un ou plusieurs intellects, car lors même qu'il n'y en aurait qu'un, il faudrait bien que cet intellect fût tel être en particulier, et l'espèce par laquelle il comprend telle chose particulière. Quatrième objection. L'objet compris se trouve dans l'intellect qui comprend. Si donc mon intellect est autre que le tien, il faut que la chose comprise par moi soit autre que la chose comprise par toi. Cette chose se multiplie ainsi individuellement et ne sera comprise qu'en puissance. Il faudra donc abstraire de chaque objet une idée commune, puisqu'on doit retrouver dans ces diverses individualités un intelligible commun. Or cela est contraire à la nature de l'intellect, qui semblerait être confondu par là avec la puissance imaginative. Reste donc à dire qu'il n'existe qu'un seul intellect pour tous les hommes. Réponse. Soit qu'on admette un intellect, soit qu'on en admette plusieurs. La chose comprise est une. La chose comprise, en effet, n'est pas dans l'intellect par elle-même, mais bien par son image. Ce n'est pas la pierre qui est dans l'âme, c'est l'image ou l'espèce de cette pierre, comme il est dit au 3e livre du De Anima. Et cependant, c'est la pierre qui est connue, et non point son espèce, à moins que ce ne soit par un acte réfléchi de l'intelligence sur elle-même. Car sans cela, les sciences auraient pour objet les espèces intelligibles et non les choses réelles. Or, il arrive qu'une chose se présente sous différents aspects, suivant la différence des formes qu'elle revêt dans le sujet auquel elle s'assimile. Et comme la connaissance a lieu par une certaine assimilation du sujet qui connaît avec l'objet connu, il s'ensuit que la même chose peut être connue par différents sujets, comme cela arrive par rapport au sens. Plusieurs, en effet, voient la même couleur, par exemple sous des images ou formes diverses. Et c'est de la même manière que plusieurs intellects perçoivent quelquefois le même objet. Mais il y a cette différence au sentiment d'Aristote entre les sens et l'intellect qu'une chose est sentie suivant les conditions où est en elle-même et en dehors, où elle est en elle-même et en dehors de l'âme, tandis que si la nature même d'une chose comprise se trouve également en dehors de l'âme, il n'en est pas de même de la manière d'être suivant laquelle cette chose est comprise. La nature abstraite et commune est en effet comprise en dehors des principes d'individualisation, et la nature n'existe ainsi que dans notre âme. D'après Platon, la chose comprise existe hors de l'âme telle qu'elle est comprise, car ce philosophe pose en principe que la nature des choses existe indépendamment de la matière. 5e objection. Quand le disciple reçoit de son maître la science, on ne peut pas dire que la science du maître engendre la science du disciple, car la science serait alors prise pour une forme active, comme par exemple la chaleur, ce qui est évidemment faux. Il semble donc que la même science qui se trouve dans le maître se communique en même temps au disciple, ce qui ne saurait avoir lieu si l'intellect de l'un et de l'autre n'était le même. Donc on doit voir le même intellect dans le maître et le disciple, et par conséquent dans tous les hommes. Réponse. La science du disciple ne saurait être confondue avec celle du maître, mais comment l'une produit-elle l'autre, c'est ce que nous aurons à dire plus tard. 6e objection. Saint Augustin, parlant de la grandeur de l'âme, dit « Si j'accorde qu'il y a plusieurs âmes humaines,
je serais pour moi-même un objet de risée. Mais l'âme est surtout une par rapport à l'intellect, donc il faut reconnaître qu'il n'y a qu'un seul intellect pour tous les âmes. Réponse. Saint Augustin, en disant qu'il n'y a pas plusieurs âmes, veut dire uniquement qu'il n'y a pas plusieurs espèces d'âmes.